La nouvelle tombe sans fracas, presque sans bruit, mais son impact est immédiat, brutal, comme une lame froide qui traverse l'Institut Auguste Armand de part en part. Dans les couloirs, les conversations se figent, les regards se cherchent, les silences deviennent lourds. Storek a déposé plainte. Une plainte officielle, implacable, pour atteinte à la réputation et préjudice moral. Les mots sont secs, juridiques, impersonnels, et pourtant ils résonnent comme une menace existentielle. Ce n'est pas seulement une attaque contre un nom, contre une image, c'est une déclaration de guerre. Une guerre qui pourrait tout balayer. Dans le bureau de direction, l'atmosphère est suffocante. Clotilde, debout près de la fenêtre, observe machinalement la cour intérieure sans vraiment la voir. Son esprit est ailleurs, déjà plongé dans les conséquences possibles. Elle connaît trop bien ce genre de procédure pour s'illusionner. Une plainte de cette ampleur ne se règle pas avec de simples excuses ou des communiqués rassurants. Si Storek va au bout, l'Institut risque la faillite. Les partenaires financiers se retireront. Les sponsors prendront leur distance. Les élèves, eux, deviendront des dommages collatéraux. Toute une institution bâtie sur l'excellence et la transmission pourrait s'effondrer pour une affaire de réputation. Jeanne, assise en face d'elle, feuillette nerveusement un dossier, comme si les chiffres et les paragraphes pouvaient lui apporter une réponse immédiate. Il faut contacter l'avocat, tout de suite. Sa voix se veut ferme, mais une légère vibration la trahit. Elle sait que le temps joue contre eux. Plus Storek occupe le terrain médiatique, plus la situation devient incontrôlable. Clotilde acquiesce lentement. Elle a déjà pris sa décision. Elle tentera de parler à Storek, directement, sans intermédiaire. Une dernière tentative de désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Mais au fond d'elle, Clotilde sent déjà que quelque chose lui échappe. Storek n'est pas du genre à reculer une fois qu'il a décidé de frapper. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou d'ego blessé. Il y a, dans cette plainte, une volonté de destruction froide, presque méthodique. Et cette intuition ne la quitte pas lorsqu'elle se rend au rendez-vous fixé, espérant encore pouvoir infléchir le cours des choses. Pendant ce temps, loin de l'agitation administrative et des calculs juridiques, Anaïs avance comme une ombre dans les couloirs du double, à chaque pas lui demande un effort démesuré. Elle a l'impression que tout le monde la regarde, la juge, même lorsque personne ne lui prête réellement attention. La plainte de Storek n'est pas qu'un problème institutionnel, elle la touche de plein fouet, personnellement. Elle le sait. Elle sent peser sur elle la responsabilité implicite de cette catastrophe. Même si personne ne l'accuse frontalement, même si les mots ne sont pas prononcés, elle se sent coupable. Coupable d'avoir cru pouvoir tout gérer seule. Coupable d'avoir sous-estimé la violence des retombées. Dans la salle de cours, certains élèves détournent le regard quand elle entre. D'autres murmurent à peine, leurs phrases suspendues dès qu'elle passe à proximité. L'estime qu'elle avait patiemment construite s'est fissurée, puis effondrée presque d'un coup. Anaïs serre les poings, tente de garder la tête haute, mais à l'intérieur tout s'écroule. Elle a déjà perdu sa maison. Elle a déjà perdu sa place. Et maintenant, elle a le sentiment de perdre ce qui lui restait, le respect de ceux qu'elle formait, l'image d'une chef solide, fiable. Plus tard, dans un espace plus calme, Milan la rejoint. Il ne dit rien tout de suite. Il sait qu'il n'y a pas de phrase miracle, pas de conseil capable d'effacer ce qu'elle traverse. Il se contente d'être là, de poser une présence silencieuse à ses côtés. Anaïs finit par lâcher, d'une voix presque inaudible, qu'elle ne voit plus d'issue. J'ai tout perdu. Les mots sortent sans emphase, sans colère, comme un constat fatigué. Milan tente de la rassurer, de lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que rien n'est définitivement joué. Mais même en parlant, il sent que ses arguments se heurtent à un mur intérieur. Anaïs n'entend plus l'espoir. Elle est déjà en train de faire le deuil de ce qu'elle était. À quelques kilomètres de là, dans un décor radicalement différent, Ferdinand marche lentement le long des marais salants. L'air est frais, chargé d'une odeur minérale qui contraste avec le tumulte qu'il porte en lui. Billy est là, assise sur un muret, les yeux perdus dans l'horizon. Entre eux, il y a ce silence étrange qui suit parfois les moments intimes, ni lourd, ni totalement léger. Ferdinand sort de sa poche un écouteur. Tu l'avais fait tomber. Le geste est simple, presque anodin, mais il transporte avec lui toute la charge de ce qui s'est passé entre eux. Billy sourit, un sourire calme, sans gêne ni regret. Elle le remercie, puis le regarde droit dans les yeux. Elle le rassure. Elle lui dit qu'elle ne regrette rien, qu'il n'a pas à se torturer l'esprit. Elle insiste sur le fait qu'ils ne doivent pas se mettre la pression, que ce qu'ils ont partagé leur appartient, sans obligation ni promesse immédiate. Ses paroles sont posées, sincères. Mais Ferdinand, lui, n'arrive pas à s'en contenter. Dans sa tête, une autre question tourne en boucle. Doit-il se dénoncer? Doit-il tout avouer, tout assumer,
même si cela signifie précipiter la chute de l'Institut? Il regarde Billy, se demandant si elle devine le combat qui se joue en lui. Il ne dit rien, il garde pour lui ce dilemme qui le ronge. À l'Institut, Clotilde arrive enfin au rendez-vous qu'elle espérait décisif. Mais ce n'est pas Storek qui se présente, c'est Valdine. Dès les premières secondes, Clotilde comprend que quelque chose cloche. Le ton est condescendant, presque méprisant. Valdine lui annonce que Storek n'a pas souhaité venir, qu'il n'a rien à lui dire. Clotilde tente d'appeler Storek, devant lui, comme un dernier geste de bonne foi. Le téléphone sonne dans le vide. Aucune réponse. La scène est humiliante, volontairement. Valdine savoure à peine dissimuler sa satisfaction. Clotilde, elle, sent la colère monter, mais elle se retient. Elle lance simplement « Arrêtez avec cet air suffisant ». La réponse de Valdine tombe comme un coup près, il serait peut-être temps de préparer le chéquier. Le message est clair, la négociation n'aura pas lieu. Pas de discussion, pas de compromis. Quand Clotilde quitte les lieux, elle sait que la situation vient de franchir un point de non-retour. Elle n'a plus d'illusions. Il va falloir se battre, juridiquement, médiatiquement, humainement. Et elle sait aussi que certaines personnes vont être broyées dans ce combat. Dans un autre coin de l'Institut, l'ambiance est plus triviale, presque absurde, et pourtant révélatrice des tensions qui traversent chacun. Stanislas, au petit déjeuner, s'emporte contre Angèle pour des bruits de bouche qu'il ne supporte pas. Angèle, loin de se démonter, le démasque immédiatement. Elle sait qu'il suit des cours de bonne manière. Elle le traite de rigide, sans détour. L'échange est tendu, presque ridicule, mais il révèle quelque chose de plus profond. Le besoin de contrôle de Stanislas, son incapacité à lâcher prise. Lorsqu'Alice annonce qu'elle fera des crêpes pour la Chandeleur, l'atmosphère se détend un instant. Mais Stanislas, fidèle à lui-même, transforme même ce moment en source d'angoisse. La crêpe qu'il lance tombe par terre. Selon la tradition, c'est un mauvais présage. Il est persuadé que son année sera désastreuse. Cette superstition, qui pourrait prêter à sourire, est en réalité le symptôme d'une peur plus large, celle de perdre ce qu'il a construit sans pouvoir agir. Dans les cuisines pédagogiques, Gaspard tente de se concentrer sur son travail, mais son esprit est ailleurs. Il avait prévu de travailler avec Colline. 2 heures réservées en studio, un objectif précis, perfectionner une terrine d'abat. Mais Colline n'est pas disponible. Elle a prévu autre chose. Elle jardine avec César. Cette information suffit à faire monter en lui une jalousie qu'il peine à masquer. Carla, qui le surprend en cuisine, ne tarde pas à le remarquer. Elle le provoque, lui disant qu'il a peur d'être zappé de la vie de Colline. Gaspard nie, mais ses gestes sont nerveux, trahissant son agitation intérieure. Plus tard, Ferdinand retrouve Léonard. Il lui annonce, presque comme un aveu arraché, qu'il a couché avec Billy. Léonard l'écoute, surpris mais attentif. Avant qu'ils aient le temps d'approfondir, Ismaël débarque, porteur d'une nouvelle qui change immédiatement la donne. Storek a déposé plainte. Et il compte mettre l'Institut sur la paille. Le visage de Ferdinand se ferme. À cet instant précis, tout s'imbrique. Sa nuit avec Billy, sa culpabilité, l'avenir de l'école, la menace judiciaire. Tout converge vers un même point de tension. Il comprend que son dilemme n'est plus seulement moral, il est stratégique. Dans le même temps, Anaïs s'enfonce un peu plus dans le gouffre. Elle confie à Milan qu'elle n'a plus de solution, plus d'énergie. Elle se sent vidée, inutile. C'est à ce moment-là que Ferdinand apparaît dans son bureau. Il ne perd pas de temps. Il lui fait une proposition directe, presque brutale. S'il parvient à convaincre Storek de retirer sa plainte, il exige une chose en retour, la réintégration de Billy. Anaïs le regarde, sidérée. Elle ne sait pas encore comment, ni avec quels moyens, Ferdinand pense accomplir cet exploit. Mais dans son regard, elle perçoit une détermination dangereuse, celle de quelqu'un prêt à tout sacrifier. Et tandis que l'Institut retient son souffle, que chacun tente de survivre à sa manière à la tempête qui s'annonce, Ferdinand s'éloigne discrètement. Il s'isole, il sort son téléphone. Son doigt hésite une fraction de seconde avant d'appuyer sur le contact qu'il redoutait autant qu'il espérait. Étienne, son père. Quand la voix de celui-ci résonne enfin à l'autre bout du fil, Ferdinand sait qu'il vient de franchir une ligne invisible. Il lui dit qu'il a besoin de lui, qu'il y a un gros problème à l'Institut, et que lui seul peut le régler. Il ajoute, d'une voix plus basse, plus grave, qu'il est prêt à tout pour qu'il accepte. Ce coup de fil, il le passe à l'écart de Billy, qui n'est au courant de rien. Et déjà, sans le savoir, les conséquences de cet appel commencent à se dessiner. Le silence qui suit l'appel de Ferdinand est trompeur. Rien ne semble avoir changé en apparence, et pourtant, quelque chose s'est déjà déplacé, comme une plaque tectonique invisible sous les fondations de l'Institut.
Ferdinand reste immobile quelques secondes, le téléphone encore serré dans sa main, le regard fixé dans le vide. Il ne ressent ni soulagement, ni panique immédiate. Seulement une lucidité brutale. Il vient d'engager une mécanique qui ne dépend plus entièrement de lui. Son père n'est pas un homme que l'on appelle à la légère, encore moins pour lui demander de « sauver » quoi que ce soit. Étienne ne fait jamais rien gratuitement. Ferdinand le sait mieux que quiconque. Il remet lentement son téléphone dans sa poche, comme s'il enterrait un secret trop lourd pour être porté à découvert. Lorsqu'il rejoint les autres, son visage est calme, presque fermé. Billy, qui l'attendait sans vraiment l'attendre, l'observe un instant. Elle perçoit quelque chose d'étrange, un décalage subtil. Il est là, mais déjà ailleurs. Elle n'insiste pas. Elle a toujours détesté les interrogatoires inutiles, les demandes de compte qui étouffent. Pourtant, un léger malaise s'installe. Elle ne sait pas encore qu'elle est devenue l'enjeu central d'un marchandage silencieux. À l'institut, la nouvelle de la plainte circule désormais partout. Elle n'est plus une rumeur floue, mais une certitude lourde. Dans les cuisines, dans les salles de cours, dans les espaces communs, les conversations s'interrompent dès qu'un professeur passe. Certains élèves paniquent ouvertement. D'autres feignent l'indifférence, convaincus que tout cela finira par se régler sans eux. Mais chez beaucoup, une même peur s'installe. Et si tout s'arrêtait ? Et si leurs efforts, leurs sacrifices, leurs nuits blanches n'avaient servi à rien ? Anaïs tente de continuer à travailler, par automatisme plus que par conviction. Elle donne des consignes, corrige des gestes, goûte des plats sans vraiment les savourer. Son esprit est ailleurs, enfermé dans un dialogue intérieur impitoyable. Chaque erreur d'un élève devient pour elle un reproche silencieux. Chaque regard fuyant confirme ce qu'elle redoute, elle n'est plus légitime. Lorsqu'elle se retrouve seule un instant, la façade se fissure. Elle s'appuie contre un plan de travail, ferme les yeux, inspire profondément. Elle se revoit, quelques mois plus tôt, sûre d'elle, portée par une énergie presque insolente. Cette version d'elle-même lui semble désormais appartenir à une autre vie. Milan revient vers elle, encore et encore, comme un point fixe dans un monde qui s'effondre. Il n'essaie pas de minimiser la situation. Il ne lui dit pas que tout ira bien. Il se contente de lui rappeler qu'elle existe au-delà de cette crise, au-delà de ce poste, au-delà de ce regard collectif qui la juge sans jamais la nommer. Anaïs l'écoute, mais une part d'elle s'est déjà détachée. Elle se sent responsable de trop de choses pour se permettre de croire encore à une reconstruction facile. Pendant ce temps, Clotilde enchaîne les appels. Avocat, partenaire, membre du conseil. Elle parle vite, prend des notes, organise la riposte. Mais chaque réponse qu'elle reçoit est plus prudente que rassurante. La plainte de Storek est solide. Les risques financiers sont réels. Certains investisseurs commencent déjà à se montrer frileux. Clotilde sent la colère l'envahir, non pas contre Storek uniquement, mais contre cette fragilité structurelle qu'elle croyait maîtriser. L'institut qu'elle a contribué à bâtir repose sur un équilibre précaire, et ce déséquilibre soudain met tout en danger. Dans un moment de solitude, elle laisse tomber le masque. Elle s'assoit, les épaules lourdes, et se demande jusqu'où elle est prête à aller pour sauver l'école. Quelles concessions elle acceptera, quelles injustices elle tolérera. Elle n'a jamais cru aux solutions simples, mais elle n'avait pas anticipé un dilemme d'une telle ampleur. Sauver l'institution pourrait signifier sacrifier des individus. Et cette pensée la hante. Dans un autre registre, plus intime mais tout aussi révélateur, Gaspard rumine. La présence de César dans la vie de Colline lui est devenue insupportable, non pas parce qu'il pense réellement qu'elle va l'abandonner, mais parce que cette simple possibilité le confronte à sa propre insécurité. Il se sent remplaçable, effaçable, une peur qu'il n'admettrait jamais à voix haute. Alors il agit, impulsivement. Il rédige un message à Colline, volontairement alarmiste, lui demandant de revenir d'urgence à l'institut. Il ne réfléchit pas aux conséquences. Il veut juste savoir, vérifier, se rassurer, quitte à manipuler. Colline, de son côté, reçoit le message alors qu'elle est avec César, les mains dans la terre, l'esprit ailleurs. Le mot « urgent » la fait immédiatement réagir. Elle s'excuse, s'éloigne quelques minutes, le cœur serré. Lorsqu'elle arrive et découvre la réalité, elle comprend aussitôt. La déception est immédiate, presque cuisante. Elle goûte la terrine que Gaspard a préparée, par professionnalisme plus que par envie. Puis elle le regarde droit dans les yeux et pose une limite claire. Plus jamais ça, plus jamais il ne la fera flipper pour satisfaire ses propres peurs. Gaspard acquiesce, honteux, mais soulagé. Il a obtenu sa réponse. Colline est venue, elle sera là. À quel prix, il ne se l'avoue pas encore. Pendant que ces micro-dramas se jouent, Ferdinand observe tout avec une distance nouvelle. Il se sent déjà différent, comme s'il avait quitté le même plan que les autres. Il pense à son père, à ce qu'il représente, à ce qu'il exigera en retour.
Il imagine les scénarios possibles, les sacrifices implicites. Il se demande s'il est encore en train d'agir par amour pour Billy ou s'il a déjà glissé dans une logique de contrôle et de transaction. Cette pensée le dérange, mais il la refoule. Il n'a plus le luxe de la pureté morale. Il croise Anaïs dans un couloir. Le regard qu'ils échangent est chargé d'un accord tacite. Elle comprend qu'il ne bluffe pas. Lui comprend qu'elle est prête à accepter presque n'importe quoi pour sauver ce qui peut encore l'être. Cette alliance fragile, née du désespoir, les lie d'une manière dangereuse. Aucun des deux ne mesure encore pleinement les dégâts potentiels. Dans le même temps, Billy commence à sentir un décalage grandir entre ce qu'elle vit et ce qui se joue autour d'elle. Elle perçoit les tensions, les chuchotements, les regards appuyés. Elle sait que son nom circule, même lorsqu'il n'est pas prononcé. Elle n'a jamais été naïve. Elle sait ce qu'elle représente aux yeux de certains, un problème, une étincelle, un élément perturbateur. Mais elle ignore encore qu'elle est devenue une monnaie d'échange. Cette ignorance la protège, pour l'instant. Elle continue d'avancer avec la même franchise, la même liberté qui a toujours dérangé. Lorsque la journée touche à sa fin, l'institut semble épuisé. Les murs eux-mêmes paraissent chargés de tension. Rien n'est réglé, tout est en suspens. Et quelque part, loin de Calvière, Étienne Castelmont réfléchit déjà. Il n'a pas donné de réponse claire à son fils. Il ne l'a jamais fait. Mais le simple fait qu'il écoute, qu'il prenne l'appel, est en soi un signe. Un signe que Ferdinand a raison sur un point. Son père est peut-être le seul à pouvoir influer sur Storek. Reste à savoir à quel coup. Et pendant que chacun tente de trouver sa place dans ce chaos naissant, une certitude s'impose, sourde et implacable, plus rien ne sera comme avant. L'Institut a cessé d'être un simple lieu d'apprentissage. Il est devenu un champ de bataille silencieux, où chaque décision, chaque silence, chaque appel passé en secret peut sceller un destin. La nuit est tombée sur l'Institut, mais elle n'apporte aucun apaisement. Les lumières encore allumées dans certains bureaux témoignent d'une agitation qui refuse de s'éteindre. Clotilde relit pour la 3e fois les mêmes documents, sans vraiment les voir. Les chiffres se mélangent, les mots perdent leur sens. Tout converge vers une même évidence, l'affaire Storek est devenue incontrôlable. Elle sait que, dès le lendemain, la rumeur franchira les murs de l'Institut. Les journalistes flairent déjà la proie. Les partenaires financiers, eux, n'attendent qu'un signal pour se désengager. Dans ce silence artificiel, Clotilde repense à la rencontre avec Valdine. À ce sourire trop sûr de lui. À cette absence volontaire de Storek, plus violente qu'un refus direct. Elle comprend maintenant que ce n'était pas une simple fin de non-recevoir, mais une démonstration de pouvoir. Storek veut les voir plier, les humilier, les forcer à admettre leurs faiblesses. Cette prise de conscience la met en rage, mais aussi face à ses propres limites. Elle a toujours cru à la force de l'institution, à la solidité du collectif. Aujourd'hui, cette croyance vacille. Dans son appartement, Anaïs est incapable de dormir. Les murs lui semblent trop proches, presque oppressants. Chaque bruit devient une intrusion. Elle s'assoit sur son lit, les mains tremblantes, et laisse enfin tomber le masque. Les larmes arrivent sans prévenir, brutales, incontrôlables. Elle pense à la maison qu'elle a perdue, aux cartons jamais déballés, aux clés qu'elle ne possède plus. Elle pense aux élèves, à leurs regards pleins de doutes. Et surtout, elle pense à elle-même, à cette version d'elle qu'elle ne reconnaît plus. Le téléphone vibre. C'est Milan. Un message simple, presque banal. Je suis là si tu as besoin. Elle le lit plusieurs fois sans répondre. Elle a envie de lui dire qu'elle est fatiguée, qu'elle n'en peut plus de se battre. Mais elle se tait. Une part d'elle se sent indigne de ce soutien, comme si elle avait échoué à un point de non-retour. Elle se sent vide, traversée par une onde diffuse qui n'a pas de nom. À quelques rues de là, Ferdinand fixe le plafond de sa chambre. Il n'a pas fermé l'œil non plus. Son appel à Étienne tourne en boucle dans sa tête. Chaque mot prononcé lui semble désormais chargé d'un double sens. Je suis prêt à tout. Cette phrase résonne plus fort que les autres. À quoi, exactement, est-il prêt? À trahir? À mentir? À sacrifier quelqu'un d'autre pour sauver Billy? Il se rassure en se répétant qu'il agit par amour, mais une petite voix intérieure murmure que ce n'est pas toute la vérité. Il pense à son père. À cet homme distant, méthodique, qui n'a jamais laissé la place à l'improvisation. Étienne n'est pas du genre à intervenir par simple compassion. S'il accepte d'aider, ce sera parce qu'il y trouve un intérêt. Ferdinand tente d'anticiper ce que cela pourrait être. Un retour d'ascenseur, une influence à réaffirmer, ou quelque chose de plus personnel, de plus intime. Cette incertitude le ronge. Le lendemain matin, l'Institut se réveille dans une atmosphère lourde. Les élèves arrivent plus tôt que d'habitude, comme s'ils pressentaient que quelque chose d'important est en train de se jouer. Les discussions vont bon train, souvent à voix basse. Certains parlent déjà de fermeture, d'autres d'un scandale étouffé.
Personne ne sait vraiment, mais tout le monde imagine le pire. Billy traverse la cour, droite, déterminée. Elle sent les regards sur elle, mais refuse de baisser les yeux. Elle a toujours avancé ainsi, en assumant ce qu'elle est, même quand cela dérange. Pourtant, ce matin-là, elle ressent une tension particulière. Un décalage, comme si elle n'était plus tout à fait au même endroit que les autres. Ferdinand la rejoint, tente d'être comme d'habitude. Il sourit, plaisante à peine. Mais Billy, attentive, perçoit l'effort derrière le naturel forcé. Elle lui demande s'il va bien. La question est simple, presque anodine. Ferdinand hésite une fraction de seconde avant de répondre que oui. Ce mensonge minuscule crée une fissure invisible. Billy ne le confronte pas. Elle note simplement ce silence, cette retenue inhabituelle. Elle a appris à reconnaître les signes avant-coureurs des trahisons, même involontaires. Dans les bureaux, Clotilde reçoit un appel qu'elle redoutait. Un partenaire important souhaite mettre en pause sa collaboration, le temps d'y voir plus clair. Les mots sont polis, mesurés, mais le message est clair. La confiance s'effrite. Clotilde raccroche lentement, sentant le sol se dérober un peu plus sous ses pieds. Elle comprend que le temps joue désormais contre eux. Chaque heure qui passe fragilise un peu plus l'institut. Dans la cuisine pédagogique, Gaspard évite Colline. Il ne sait pas comment gérer la honte qui le serre encore à la poitrine. Il se convainc qu'il a appris sa leçon, qu'il ne recommencera pas. Mais une part de lui sait déjà que ses insécurités ne disparaissent pas si facilement. Elles attendent simplement la prochaine occasion de s'exprimer. Anaïs arrive enfin à l'institut, le visage fermé. Elle se sent observée, scrutée. Certains collègues tentent de la soutenir maladroitement. D'autres gardent leur distance. Elle comprend que, même sans accusation officielle, elle est devenue une figure controversée. Elle se réfugie dans son bureau, ferme la porte, et s'autorise quelques secondes de solitude. Elle repense à la proposition de Ferdinand. À ce marché implicite. Une part d'elle est soulagée à l'idée qu'une solution existe, même risquée. Une autre part est terrifiée par le prix à payer. Comme si ses pensées l'avaient invoqué, Ferdinand frappe à la porte. Il entre, ferme derrière lui. L'échange est bref, tendu. Il lui confirme que son père a bien reçu l'appel, qu'il n'a pas encore donné de réponse claire. Anaïs l'écoute, attentive, consciente que cet homme plus âgé, qu'elle n'a jamais rencontré, détient peut-être la clé de leur survie. Elle demande ce qu'Étienne veut en échange. Ferdinand ne sait pas encore. Cette incertitude plane entre eux, lourde, presque menaçante. Dans le même temps, Billy, ignorante de ces tractations, continue d'avancer, fidèle à elle-même. Elle se concentre sur son travail, sur ce qu'elle peut contrôler. Elle refuse de se laisser happer par la peur collective. Mais au fond, une inquiétude sourde commence à s'installer. Elle sent que quelque chose lui échappe, que des décisions se prennent sans elle. Et cette intuition la met mal à l'aise. À la fin de la journée, un message arrive enfin sur le téléphone de Ferdinand. Un message bref. Étienne accepte de le rencontrer. Pas à l'institut, ailleurs, loin des regards. Ferdinand fixe l'écran, conscient que cette rencontre marquera un tournant décisif. Il range son téléphone, inspire profondément. Il n'a plus de retour en arrière possible. Et tandis que l'institut s'enfonce un peu plus dans l'incertitude, que les alliances se fragilisent et que les silences se multiplient, une vérité s'impose lentement. Ce qui était au départ une plainte juridique est en train de devenir une affaire profondément humaine, où chacun risque de perdre bien plus qu'un statut ou une réputation. Le lieu choisi par Étienne n'a rien d'anodin. Ce n'est ni un bureau impersonnel, ni un espace public trop exposé. C'est un endroit discret, élégant sans ostentation, où tout semble pensé pour maintenir une distance maîtrisée entre les êtres. Ferdinand arrive en avance. Il observe les lieux, les allées et venues, comme s'il cherchait déjà à anticiper chaque détail. Il n'a jamais aimé ces rendez-vous hors cadre, ces moments où le pouvoir s'exerce sans témoin, dans un calme trompeur. Pourtant, il est là, parce qu'il n'a plus le choix. Lorsqu'Étienne apparaît enfin, Ferdinand sent immédiatement le poids de sa présence. Son père n'a pas changé. Même posture droite, même regard évaluateur, comme s'il analysait une situation avant même de saluer son interlocuteur. Les retrouvailles sont brèves, presque froides. Pas d'embrassade, pas de questions superflues. Étienne va droit au but. Il demande à Ferdinand de lui expliquer, précisément, ce qui se passe à l'institut. Ferdinand s'exécute, mesurant chaque mot. Il parle de la plainte, des risques, de l'effondrement possible. Il parle aussi de Billy, de son exclusion, de l'injustice ressentie. Il ne dit pas tout, mais suffisamment pour que son père comprenne l'essentiel. Étienne écoute sans interrompre. Son visage reste impassible. Lorsqu'enfin Ferdinand se tait, un silence s'installe. Étienne prend le temps de réfléchir, comme s'il savourait ce moment de contrôle. Puis il pose une question simple, presque banale, mais qui résonne comme un avertissement.
« Et qu'est-ce que tu attends exactement de moi ?» Ferdinand ne détourne pas le regard. Il répond sans détour. Il veut que Storek retire sa plainte. Il veut sauver l'Institut. Et il veut que Billy soit réintégré. Il assume cette demande, même s'il sait qu'elle est démesurée. Étienne esquisse un léger sourire, imperceptible. Il explique, calmement, que Storek n'est pas un homme que l'on fait plier facilement. Qu'une intervention de sa part est possible, mais qu'elle aura un prix. Il ne parle pas d'argent. Pas directement. Il évoque plutôt des équilibres à rétablir, des erreurs à corriger, des positions à clarifier. Ferdinand comprend que ce prix ne sera pas abstrait. Il sera personnel. Pendant ce temps, à l'Institut, l'ambiance devient de plus en plus pesante. Les enseignants se réunissent, tentent d'anticiper l'avenir. Certains évoquent des plans de secours, d'autres parlent déjà de départ possible. Clotilde, malgré la fatigue, tente de maintenir une cohésion. Elle refuse de céder à la panique, même si elle sent que son autorité est mise à rude épreuve. Chaque décision qu'elle prend est désormais scrutée, commentée, parfois contestée. Anaïs, elle, vit ces heures comme un supplice silencieux. Elle sent que son nom circule dans des conversations auxquelles elle n'a pas accès. Elle perçoit les non-dits, les regards appuyés. La proposition de Ferdinand lui revient sans cesse en tête. Elle se demande si elle a le droit moral d'accepter un tel marché. Mais la peur de tout perdre définitivement l'emporte peu à peu sur ses scrupules. Elle commence à envisager l'inacceptable comme une option viable. Billy, de son côté, ne peut plus ignorer les signaux. Les attitudes ont changé. Les silences se sont multipliés autour d'elle. Ferdinand est plus distant, moins spontané. Lorsqu'elle le confronte enfin, il esquive. Il lui parle de fatigue, de pression. Elle le croit à moitié. Elle sent qu'on lui cache quelque chose d'important. Cette sensation ravive une vieille blessure, celle d'être constamment tenue à l'écart des décisions qui la concernent. Dans un moment de solitude, elle se demande si son avenir est déjà scellé, sans qu'elle ait son mot à dire. Cette pensée la met en colère, mais aussi face à un dilemme. Doit-elle se battre, provoquer, exiger des réponses? Ou attendre, au risque de découvrir trop tard ce qui se trame dans son dos? Pendant ce temps, la conversation entre Ferdinand et Étienne prend un tournant plus grave. Étienne se montre enfin explicite. Il explique qu'aider l'Institut signifie intervenir dans un jeu d'influence complexe. Qu'il devra rappeler à Storek certaines dettes, certains accords passés. Et que cela impliquera, pour Ferdinand, de s'aligner sur certaines décisions futures. Étienne ne parle pas encore de détails, mais l'essentiel est clair. En demandant cette aide, Ferdinand s'engage dans une relation de dépendance qu'il avait jusque-là évitée. Ferdinand accepte, ou plutôt, il ne refuse pas. Il hoche la tête, conscient que ce consentement implicite le lie déjà. Étienne lui promet de faire ce qu'il peut. Pas par amour paternel, mais parce qu'il estime que l'Institut mérite d'être sauvé. Cette phrase, volontairement ambiguë, laisse Ferdinand dans le doute. Il ne sait pas s'il doit s'en réjouir ou s'en méfier. Lorsque Ferdinand quitte le rendez-vous, il se sent vidé. Il marche longtemps, sans but précis, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Il se rend compte qu'il a franchi un seuil. Qu'il n'est plus simplement un étudiant amoureux prêt à défendre celle qu'il aime. Il est devenu un acteur d'un jeu plus vaste, plus dangereux. Et cette prise de conscience l'effraie autant qu'elle le galvanise. À l'Institut, la journée s'achève dans une tension palpable. Les décisions prises en coulisses commencent à produire leurs effets invisibles. Les équilibres bougent, les certitudes se fissurent, et Billy, sans encore connaître la vérité, sent que quelque chose d'irréversible est en marche. Dans le même temps, Étienne, de retour chez lui, passe un appel discret. Il parle peu, mais chaque mot est pesé. À l'autre bout du fil, une voix qu'il connaît bien écoute attentivement. Le nom de Storek est prononcé. La mécanique est lancée. Et tandis que la nuit enveloppe l'Institut, chacun porte en lui une inquiétude différente, mais toutes convergent vers un même point, le lendemain apportera des réponses. Et ces réponses risquent de ne satisfaire personne. Le lendemain matin, quelque chose a changé. Rien de visible, rien de spectaculaire, et pourtant l'atmosphère de l'Institut est différente, comme si l'air lui-même était devenu plus dense. Les couloirs sont plus silencieux que d'habitude. Les pas résonnent davantage, les regards s'évitent. On sent que des décisions ont été prises quelque part, loin des salles de cours, et que leurs effets commencent déjà à se diffuser, lentement mais sûrement. Clotilde arrive tôt, trop tôt. Elle a passé une partie de la nuit à répondre à des messages, à relire des notes, à tenter d'anticiper l'inanticipable. Lorsqu'elle entre dans son bureau, un dossier l'attend déjà sur son bureau, posé là comme un avertissement muet. Elle l'ouvre, parcourt les premières lignes, et comprend immédiatement. La plainte de Storek est toujours là, officiellement inchangée. Mais quelque chose a bougé en coulisses. Les termes se sont figés.
Les attaques médiatiques annoncées ont été suspendues. Rien n'est retiré, rien n'est réglé, mais l'escalade semble, pour l'instant, contenue. Cette stagnation soudaine est presque plus inquiétante qu'une attaque frontale. Clotilde le sait, c'est souvent dans ces moments de faux calme que se négocient les concessions les plus lourdes. Elle se demande qui est intervenu et comment. Une intuition lui traverse l'esprit, fugace, qu'elle repousse aussitôt. Elle n'a pas le luxe de s'attarder sur des suppositions. Pas encore. Dans la cuisine, Anaïs sent que quelque chose cloche. Les élèves sont plus appliqués, presque trop. Certains la regardent avec une prudence nouvelle, comme si elle était devenue une figure fragile, potentiellement provisoire. Cette perception la blesse plus que les critiques ouvertes. Elle se sent transparente, remplaçable. Chaque geste qu'elle fait lui semble observé, évalué à l'aune d'un verdict qu'elle ne connaît pas. Milan tente encore de la ramener à l'instant présent. Il lui parle de recettes, de projets à court terme, de choses concrètes. Anaïs l'écoute à peine. Son esprit est ailleurs, tourné vers ce plan risqué qu'elle a accepté sans jamais le dire clairement. Elle se rend compte qu'en acceptant la proposition de Ferdinand, elle a franchi une ligne intérieure. Elle a admis, au fond d'elle-même, qu'elle était prête à compromettre ses valeurs pour sauver ce qu'elle considérait comme l'essentiel. Et cette prise de conscience l'épuise. Ferdinand, lui, arrive avec une assurance nouvelle. Une assurance fragile, tendue, mais bien là. Il sait que quelque chose est en train de se jouer. Il n'a encore aucune confirmation officielle, mais le simple fait que Storek se soit momentanément figé est, pour lui, un signe. Il croise Clotilde dans un couloir. Leur échange est bref, presque banal, mais leurs regards se croisent plus longtemps que nécessaire. Clotilde perçoit chez lui une détermination étrange, presque adulte. Ferdinand, lui, sent qu'elle a compris qu'une force extérieure est à l'œuvre. Billy observe ces micro-changements avec une lucidité croissante. Elle voit bien que Ferdinand n'est plus tout à fait le même. Il est plus concentré, moins spontané. Il semble porter un poids qu'il refuse de partager. Lorsqu'elle l'interroge à nouveau, il élude, maladroitement. Cette fois, cela ne passe pas. Billy n'élève pas la voix. Elle se contente de lui dire qu'elle n'aime pas qu'on décide pour elle. Que si quelque chose la concerne, elle a le droit de savoir. Ferdinand se tait. Ce silence est une réponse en soi. Billy comprend alors qu'il se trame effectivement quelque chose derrière son dos. Cette réalisation la met hors d'elle. Pas par peur, mais par colère. Elle a toujours refusé d'être une victime passive, un ange manipulé par les autres. Elle se sent trahie, même si elle ne sait pas encore par qui, ni comment. Dans le même temps, une rumeur commence à circuler. Discrète, insidieuse. Certains parlent d'un possible arrangement. D'autres évoquent un nom, chuchoté à voix basse, celui d'Étienne Castelmont. Peu de gens le connaissent vraiment, mais ceux qui savent comprennent immédiatement la portée de cette intervention. Anaïs entend cette rumeur par hasard, dans un couloir. Elle s'arrête net. Elle comprend alors que le plan de Ferdinand n'est plus une simple hypothèse. Il est en train de se concrétiser. Et cela la terrifie. Elle se rend dans son bureau, ferme la porte, et s'effondre enfin. Pas de larmes cette fois. Juste une fatigue écrasante. Elle se sent prise au piège d'un mécanisme qui la dépasse. Elle se demande si elle sera capable d'assumer les conséquences de ce qu'elle a accepté. Elle se demande aussi si, au fond, elle ne mérite pas cette chute, comme une forme de punition silencieuse. Pendant ce temps, Étienne continue d'agir, loin de l'Institut. Ses échanges sont rares, précis. Il parle peu, mais chaque mot est un levier. Il ne cherche pas à humilier Storek, ni à l'écraser. Il cherche à le convaincre que la poursuite de cette plainte n'est dans l'intérêt de personne. Il évoque des accords passés, des équilibres financiers, des partenariats fragiles. La discussion est tendue, mais respectueuse. Storek écoute, il résiste, puis il hésite. Ce simple moment d'hésitation est une victoire partielle. À l'Institut, l'après-midi avance dans une attente nerveuse. Personne n'ose poser la question à voix haute, mais tout le monde la pense. Que va-t-il se passer maintenant ? Clotilde reçoit un message énigmatique de l'avocat. La situation évolue. Rien d'officiel pour l'instant. Ces mots la rassurent à moitié. Elle sait que « évoluer » peut signifier beaucoup de choses, y compris des compromis douloureux. Billy, de plus en plus tendu, finit par confronter Anaïs. L'échange est brutal, sincère. Billy lui demande si quelque chose se joue autour de son retour. Anaïs hésite, puis détourne le regard. Ce geste suffit. Billy comprend. Elle n'insiste pas, mais quelque chose se brise à cet instant. Une confiance fragile, déjà ébranlée, se fissure davantage. Lorsque la journée touche à sa fin, chacun est à bout de nerfs. Les corps sont là, mais les esprits sont ailleurs. Et au milieu de cette tempête silencieuse, une certitude s'impose peu à peu. L'intervention d'Étienne, loin de tout résoudre, est en train de redistribuer les cartes. Et dans ce nouveau jeu,
certains risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. La pression devient physique. Elle se loge dans les épaules, dans les tempes, dans ces silences trop longs qui pèsent plus lourd que des cris. À l'institut, chacun avance comme sur un fil, conscient que le moindre faux pas pourrait précipiter la chute. Les décisions prises loin d'ici commencent à produire des effets plus concrets, plus visibles, et surtout plus douloureux. Billy n'a pas dormi. La nuit a été une succession de pensées circulaires, de souvenirs qui remontent sans prévenir. Elle repense à toutes les fois où elle a dû se battre pour exister par elle-même, pour ne pas être définie par les choix des autres. Elle se revoit adolescente, déjà en colère contre un monde qui voulait lui dicter sa place. Et aujourd'hui, elle sent cette même colère revenir, plus froide, plus lucide. Cette fois, ce n'est pas une institution abstraite qui décide pour elle, mais des gens qu'elle connaît. Des gens qu'elle aime. Quand elle croise Ferdinand au petit matin, elle ne détourne plus le regard. Elle l'arrête, sans agressivité, mais avec une fermeté qui ne laisse aucune échappatoire. Elle lui demande la vérité. Pas des demi-mots, pas des silences déguisés en protection. La vérité. Ferdinand comprend qu'il ne peut plus reculer. Il hésite encore, une fraction de seconde, puis il parle. Il ne dit pas tout, mais il dit l'essentiel. L'appel à son père, l'intervention en cours, l'espoir d'un arrangement qui permettrait son retour. Billy l'écoute sans l'interrompre. Son visage reste calme, presque trop. Lorsqu'il a terminé, elle inspire profondément. Ce qu'elle ressent n'est pas seulement de la colère. C'est une déception profonde, presque intime. Elle lui reproche moins d'avoir agi que de l'avoir exclu de cette décision. Elle lui dit qu'elle n'a jamais demandé à être sauvée à ce prix-là. Qu'elle refuse d'être une monnaie d'échange, même pour l'institut, même par amour. Les mots sont posés, mais ils font mal. Ferdinand tente de se justifier, de lui expliquer qu'il n'a vu aucune autre solution, que tout allait s'effondrer. Billy secoue la tête. Elle lui répond que sauver quelque chose en piétinant la volonté des autres n'est pas un sauvetage, mais une prise de pouvoir déguisée. Cette phrase le frappe de plein fouet. Il comprend qu'il a franchi une limite qu'il ne pourra pas effacer. Dans un autre espace de l'institut, Anaïs vit son propre point de rupture. La fatigue accumulée, la culpabilité, la pression implicite finissent par l'écraser. Elle se retrouve seule dans sa cuisine, face à un plat qu'elle a préparé machinalement. Elle le goûte, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'éprouve rien. Ni satisfaction, ni colère. Rien. Ce vide la terrifie plus que l'échec. Elle comprend alors qu'elle ne peut plus continuer ainsi, à survivre en attendant qu'on décide à sa place. Milan la rejoint. Elle craque enfin. Elle lui avoue qu'elle a accepté un marché qui la met profondément mal à l'aise. Qu'elle a laissé faire, par peur de tout perdre. Milan ne la juge pas. Il l'écoute, attentif, conscient que cette confession est déjà un premier pas. Il lui rappelle doucement qu'elle a encore un choix. Que rien n'est jamais totalement figé tant qu'on ose dire non. Ces mots résonnent en elle plus qu'elle ne l'aurait cru. Pendant ce temps, Clotilde reçoit enfin un appel décisif. L'avocat est prudent, mais plus clair que les jours précédents. Storek envisage sérieusement de retirer sa plainte. Pas sans contrepartie, pas sans condition. Mais l'option est désormais sur la table. Clotilde ferme les yeux un instant. Elle ressent un soulagement immédiat, suivi d'une inquiétude plus sourde. Elle sait que ce genre d'accord se paye toujours, d'une manière ou d'une autre. À l'extérieur de l'institut, Étienne observe les choses se mettre en place avec la distance qui le caractérise. Pour lui, tout cela n'est qu'un jeu d'équilibre à réajuster. Il sait déjà ce qu'il demandera en retour à son fils. Il n'en a pas encore parlé clairement, mais la décision est prise. Il veut que Ferdinand s'engage davantage à ses côtés, qu'il accepte certaines orientations qu'il a jusqu'ici refusées. Pour Étienne, cet épisode est l'occasion parfaite de resserrer son emprise, sous couvert d'aide et de protection. Ferdinand, de son côté, sent confusément que quelque chose se referme autour de lui. La discussion avec Billy l'a ébranlé plus qu'il ne l'admet. Il commence à comprendre que sauver l'institut et protéger Billy ne sont pas forcément des objectifs compatibles. Cette réalisation le met face à une question qu'il n'a plus le droit d'éviter. Qui est-il en train de devenir ? Billy, quant à elle, prend une décision intérieure. Elle refuse de subir. Elle sait que son retour éventuel à l'institut, dans ces conditions, aurait un goût amer. Elle se promet de ne rien accepter qui la nierait en tant que personne. Même si cela signifie renoncer. Même si cela signifie perdre encore. À la fin de la journée, l'institut semble suspendu à une annonce imminente. Les regards sont tendus vers Clotilde, vers Anaïs, vers Ferdinand. Chacun attend un verdict, sans savoir s'il apportera un soulagement ou une nouvelle blessure. Et au cœur de cette attente, une vérité commence à émerger. Ce qui est en jeu dépasse largement une plainte ou une réintégration. Il s'agit désormais de choix fondamentaux, de lignes que chacun devra accepter de franchir, ou non.
L'attente se prolonge, lourde, presque insupportable. À l'institut, le temps semble suspendu, comme si chacun retenait son souffle dans l'attente d'une décision qui déterminera bien plus qu'un simple avenir professionnel. Les visages sont fermés, les gestes mécaniques. Même les élèves les plus insouciants ressentent que quelque chose d'essentiel est sur le point de basculer. Clotilde est convoquée par l'avocat en début de matinée. Elle s'isole, referme la porte derrière elle, et écoute en silence. Les mots qu'elle entend sont mesurés, prudents, mais leur portée est immense. Storek est prêt à retirer sa plainte. Pas immédiatement, pas sans condition, mais la menace de faillite s'éloigne. L'institut ne s'effondrera pas, du moins, pas aujourd'hui. Clotilde remercie, raccroche, et reste immobile quelques secondes. Elle devrait se réjouir, elle devrait ressentir un immense soulagement. Pourtant, ce n'est pas ce qui domine. À la place, une question s'impose, lancinante, à quel prix ? Elle comprend rapidement que cet accord n'est pas né d'un simple revirement de Storek. Quelqu'un est intervenu, quelqu'un de puissant, et même si aucun nom n'est prononcé officiellement, Clotilde n'est pas dupe. Elle pense à Ferdinand, à cette assurance nouvelle qu'elle a perçue chez lui. Elle pense aussi à Étienne Castelmont, dont la réputation dépasse largement les murs de l'Institut. Cette intuition la dérange profondément. Sauver l'école par des moyens qui échappent au collectif heurte tout ce en quoi elle croit. Dans la cuisine, Anaïs est informée à son tour. La plainte va être retirée. La nouvelle se répand vite, comme une onde de choc. Certains exultent, d'autres soupirent de soulagement. Anaïs, elle, reste silencieuse. Elle devrait se sentir sauvée, réhabilitée. Mais une étrange amertume lui serre la gorge. Elle sait que ce dénouement ne gomme pas ce qu'elle a traversé, ni ce qu'elle a accepté intérieurement pour en arriver là. Elle ressent un malaise profond, comme si cette victoire collective s'était construite sur un terrain instable. Milan la rejoint, inquiet de son absence de réaction. Elle lui confie qu'elle ne se sent pas victorieuse, qu'elle a l'impression d'avoir frôlé quelque chose d'irréversible. Milan l'écoute, puis lui dit doucement que reconnaître cette zone d'ombre est peut-être la seule manière de ne pas s'y perdre complètement. Anaïs comprend alors qu'elle ne pourra pas continuer comme avant, qu'elle devra se reconstruire autrement, loin de la culpabilité permanente et des compromis silencieux. Pendant ce temps, Ferdinand reçoit enfin l'appel de son père. Étienne ne tourne pas autour du pot. Il lui annonce que Storek va retirer sa plainte, que l'institut est sauvé. Puis, sans transition, il évoque la contrepartie. Elle n'est pas immédiate, pas écrite noir sur blanc. Elle prendra la forme d'un engagement progressif. Étienne attend de son fils qu'il s'implique davantage dans ses projets, qu'il accepte de suivre une trajectoire qu'il a jusque-là refusée. Ce n'est pas une menace. C'est une évidence posée calmement. Ferdinand comprend qu'en acceptant l'aide de son père, il a ouvert une porte qu'il ne pourra pas refermer sans conséquence. Il raccroche avec un sentiment mêlé de victoire et de perte. Il a obtenu ce qu'il voulait, mais il a aussi cédé une part de sa liberté. Cette prise de conscience le frappe de plein fouet. Il se rend compte que le sacrifice qu'il a consenti n'est pas seulement personnel. Il a aussi entraîné d'autres personnes dans cette spirale, sans leur demander leur avis. Billy apprend la nouvelle presque par hasard. La plainte est retirée, l'institut est sauvé. Autour d'elle, certains parlent déjà de son retour comme d'une évidence. Mais Billy ne se réjouit pas. Elle sent que cette réintégration potentielle est chargée d'un non-dit trop lourd. Elle confronte une dernière fois Ferdinand. Cette fois, il ne fuit pas. Il lui avoue tout, le rôle de son père. Le marché implicite, les concessions à venir. Le silence qui suit est dense. Billy écoute, absorbe chaque mot. Puis elle parle, lentement. Elle lui dit qu'elle comprend son intention, qu'elle sait qu'il a voulu bien faire, mais qu'elle ne peut pas accepter de revenir dans ces conditions. Pas si son retour est le résultat d'un rapport de force, d'un arrangement qui l'a réduit à un symbole ou à un enjeu stratégique. Elle lui dit qu'elle a besoin de choisir elle-même sa place, même si cela signifie rester à l'écart pour l'instant. Cette décision est un choc pour Ferdinand. Il n'avait pas envisagé cette issue. Il pensait que sauver l'institut et obtenir la réintégration de Billy suffirait à tout réparer. Il comprend trop tard que certaines blessures ne se referment pas avec des solutions imposées. Billy ne part pas dans la colère. Elle part avec une dignité calme, presque douloureuse. Elle laisse derrière elle un Ferdinand désemparé, confronté à la réalité de ses choix. À l'institut, l'annonce officielle tombe enfin. Storek retire sa plainte. Les sourires reviennent, timides mais sincères. Les élèves applaudissent. Les enseignants respirent. Clotilde fait un discours mesuré, parlant de résilience, de responsabilité collective. Elle ne mentionne pas les coulisses. Elle protège l'image de l'école, comme elle l'a toujours fait. Mais en elle, quelque chose s'est fissuré. Elle sait que cette victoire n'est pas entièrement propre. Anaïs observe la scène à distance. Elle sent que cette crise a marqué un avant et un après.
Elle décide intérieurement de ne plus jamais se laisser enfermer dans une position où elle se sacrifie en silence. Elle sait que le chemin sera long, mais cette lucidité nouvelle lui redonne une forme de force. Ferdinand, lui, reste seul un moment, à l'écart. Il regarde l'institut qu'il a contribué à sauver, et se demande ce qu'il a réellement gagné. Il a appris, à ses dépens, que vouloir tout contrôler, même par amour, conduit parfois à perdre l'essentiel. Il sait que sa relation avec Billy ne sera plus jamais la même. Et que son avenir, désormais lié à celui de son père, s'annonce plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La journée s'achève sur un calme trompeur. L'institut a survécu, mais chacun porte en lui les traces de cette tempête. Des choix ont été faits. Des lignes ont été franchies. Et même si la vie reprend son cours, rien n'est tout à fait effacé. Parce que certaines victoires, aussi nécessaires soient-elles, laissent derrière elles un goût amer. Et que, parfois, sauver une institution coûte bien plus cher qu'on ne l'avait prévu.